Bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Véronique Dussoulier. Je travaille au sein du pôle économie-gestion de l'AFNOGEC, de la Fédération nationale des OGEC. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour thématique comment identifier les risques de fraude spécifiques aux OGEC. Oui, nous le constatons, les fraudes internes n'épargnent pas nos OGEC. Donc, des détournements de fonds sont régulièrement décelés et relayés dans la presse locale. Ces révélations mettent à mal l'image de nos établissements. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons ce webinaire pour vous encourager à entrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons sollicité notre partenaire KPMG avant de céder la parole à Monsieur Guillaume Collet, puis Monsieur Pierre-Baptiste Petit qui vont se présenter. Je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de poser vos questions au fur et à mesure dans le Q&A. Et nous prenons à la fin du webinaire, comme d'habitude, un temps de réponse pour répondre à vos sollicitations. Guillaume, je vous en prie. Merci Véronique, bonjour à toutes et tous. On se permet déjà en premier lieu de vous souhaiter une très belle année. On attaque l'année avec un sujet assez lourd. Toutefois, on va quand même essayer de répondre à vos questions, de vous donner aussi quelques bonnes idées, quelques clés par rapport à cette thématique de la fraude. Donc Guillaume Collet, moi je suis senior manager audit au sein du bureau de Caen. Ça fait 17 ans que je suis chez KPMG avec une spécialité en audit sur le secteur de l'économie sociale et solidaire et plus particulièrement des OGEC. Voilà. Pierre-Baptiste. Alors, tout comme Guillaume, donc Pierre-Baptiste Petit, manager à KPMG. Alors, j'interviens aussi sur l'économie sociale et solidaire en audit et plus particulièrement aussi sur les dossiers tels que les OGEC. Et je suis basé sur le bureau de Quimper, Lorient. Nous aurons l'occasion de vous reparler un petit peu de notre organisation en interne. Et si nous avons été sollicités par la FNOGEC, c'est justement par rapport, je pense, à notre expertise sur le domaine des OGEC et plus particulièrement sur la partie de la fraude, du risque de fraude, du risque en général et également du contrôle interne. Alors, la fraude identifiée dans la presse locale. L'ancienne directrice est soupçonnée d'avoir détourné plusieurs centaines de millions d'euros. L'ex-comptable a été condamné et avait détourné des chèques de cantine scolaire pour un montant de 410 000 euros. Plus d'1 million d'euros détournés par un président d'OGEC. L'ex-comptable s'était octroyé une double rémunération à 2 ans de prison avec sursis. Permettez-moi de nous excuser de cette entrée, de ce préambule assez direct et sans prise de gants, mais nous avons souhaité vous accrocher justement sur une réalité bien actuelle qui touche le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc le secteur associatif, mais bien entendu l'enseignement catholique privé. Force est de constater que la fraude touche le secteur associatif et bien entendu votre secteur. Alors c'est un sujet, la fraude, un sujet souvent assez tabou, un sujet malgré tout qui ne concerne pas que les autres, et la preuve avec ces exemples qu'on s'est permis de vous présenter, qui sont dans la presse locale, bien entendu. Donc, nous vous avons retranscrit des cas de fraude présentés dans différentes presses locales. On se rend compte que cela peut viser à la fois la gouvernance, à la fois la direction, mais également des collaborateurs, des collaboratrices, souvent en lien avec quand même les fonctions administratives et comptables, et que la fraude, elle peut prendre plusieurs formes. Ce que nous avons souhaité aujourd'hui, c'est prendre une demi-heure, 30 minutes, pour évoquer avec vous ce sujet de la fraude assez épineux. Dans un premier temps, on va vous parler un petit peu de la fraude autour des chiffres, des statistiques nationales autour de la fraude. Et puis, nous allons vous décrire un petit peu les catégories de la fraude, puis faire un focus tout particulier sur le détournement d'actifs et quelles sont les conséquences. Et puis, forcément, on parle de la fraude, mais il faut aussi pouvoir échanger avec vous sur les quelques ficelles. Comment prévenir la fraude? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter la fraude? Ce qu'on vous présentera aujourd'hui n'est pas une assurance, une assurance tout risque, je dirais, par rapport à la fraude et à la possibilité qu'elle puisse exister dans les établissements. En tout cas, on va essayer de vous donner quelques ficelles. Voilà.
Alors, on va commencer avec quelques chiffres sur la fraude dans les associations. Alors déjà, cette première image du coup de l'iceberg, alors si on l'illustre ici, c'est pour faire un petit peu l'analogie par rapport à la fraude. Ici, vous retrouvez du coup des chiffres qui proviennent d'une étude de 2018 d'un cabinet qui recense du coup les pourcentages de fraudes découvertes, non découvertes. On voit ici que les fraudes découvertes poursuivies en justice et non poursuivies en justice s'élèvent à 54% et 11%, mais que surtout les fraudes non découvertes s'élèvent environ à 35%. Donc là, c'est un petit peu pour donner un panorama en fait des enjeux par rapport à ce sujet. Guillaume, petite question. Alors, vous avez la réponse, donc les joies du direct. Quel type de fraude donc est le plus fréquemment rencontré par les associations en France? Alors, voilà, on a plusieurs types de fraude. On a la fraude comptable, ce qu'on appelle la manipulation des états financiers, on y reviendra tout à l'heure, la cybercriminalité, la corruption, le détournement d'actifs. Là, sur le cadre de ce webinaire, on ne pouvait pas faire ces questions-réponses, on vous donne directement la réponse, mais en effet, alors, ce questionnaire qui a été envoyé à plusieurs associations, et dans le cadre du périmètre de cette enquête, 82% des réponses tournent autour du détournement d'actifs. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des raisons à cela. On reviendra sur la possibilité de manipulation des états financiers, mais il y a moins d'enjeux dans le secteur associatif et également dans le cadre des OGEC à venir manipuler ces états financiers. Par contre, vous voyez que la cybercriminalité également, 50%, d'autres enjeux, ça fera sûrement l'objet un jour d'un autre webinaire, hein, les problématiques de risque autour de l'environnement IT, l'environnement informatique. En tout cas, c'est pas le cadre c'est pas le cadre aujourd'hui, mais on va faire un focus justement sur ce détournement d'actifs qui représente 82%. Alors Pierre Baptiste, autre question, quel est le motif le plus fréquent de la fraude? Alors là, on a plusieurs réponses. Idem, je vais afficher du coup directement donc la réponse. C'est la cupidité et le désir d'argent. Alors c'est vrai que du coup, si on vient théoriser un petit peu la fraude, on a ce triangle de la fraude, opportunité, rationalisation, pression. Et entre la pression et la rationalisation, on a les motifs qui sont liés du coup à la fraude. Et on voit ici du coup les réponses où la cupidité et désir d'argent, ça représente 44% et les difficultés financières, 33%. Enfin, dernière question, quelle situation permet le plus aux fraudeurs d'agir? 3 possibilités, le contrôle interne défaillant, la confiance du management vis-à-vis des employés ou une collusion entre employés. La réponse, elle est la suivante, hein, c'est tout simplement souvent le contrôle interne qui est défaillant. Et vous allez voir, ça va faire l'objet d'un focus tout particulier aujourd'hui. En fait, on vient de répondre à 2 questions. C'est des difficultés financières, voire la cupidité et le désir d'argent, qui fait qu'à un moment donné, on a ce désir, on a cette envie. Et puis, le contrôle interne, quand il est un peu défaillant, quand il laisse passer quelques failles, et du coup, on se retrouve dans des possibilités de fraude potentielle. Voilà. On parle toujours de fraude potentielle. N'empêche que si on est là aujourd'hui pour parler de cette thématique et si on a été sollicité par la FNOGEC, c'est tout simplement parce que, et Véronique le disait dans l'introduction, les cas se sont multipliés et nous, on peut le constater dans l'environnement que l'on connaît associatif, mais c'est vrai que les cas de fraude se sont multipliés. Alors, ces enquêtes nationales, elles ont aussi amené à pouvoir nous donner, alors désolé, hein, on va peut-être que certains se retrouveront dans ce profil, alors une fois encore, mais c'est vrai que les enquêtes nationales ont permis de définir un profil type du fraudeur. Alors le fraudeur, il est généralement sympathique, il est respecté dans son travail, hein, il aime travailler seul, il fait souvent des heures, du travail supplémentaire, il travaille aussi des fois des jours fériés. Dans tous les cas, c'est vrai que le fraudeur, il a la confiance totale de ses supérieurs et de ses collègues. Et je dirais que c'est encore un peu plus le cas dans votre environnement. C'est vrai que on a pu le voir, nous, en interne chez KPMG, sur des cas de fraude qu'on a pu déceler. Eh bien, il y a des vrais sujets autour de la confiance, hein. Dans les cas de fraude qu'on a pu remonter, on a reçu plusieurs appels en nous disant « mais ça n'est pas possible, vous êtes sûr? Vous êtes bien sûr ?» Vous voyez, il y a vraiment une question de confiance autour du profil du fraudeur. Alors, bien entendu, là, ce sont des statistiques, mais c'est vrai que souvent, c'est des personnes, le fraudeur, c'est une personne qui a entre 31, un peu plus de la trentaine, 31, 44 ans, c'est ce qui ressort à hauteur de 44% des fraudeurs qui ont été décelés.
76% des hommes, plus de 56% des cadres, avec une ancienneté, on le disait à l'instant, de plus de 10 ans. Pourquoi il y a une certaine logique, finalement, c'est que l'ancienneté fait qu'on a une connaissance plus fine des process internes, des forces, mais également des faiblesses du contrôle interne. Et c'est quand on a une connaissance des faiblesses qu'on peut forcément contourner, je dirais, cet environnement de contrôle. Et ça vise les directions financières, les directions, je dirais, en général. On voit, alors quand on parle des ventes, on parle plus ici des facturations, des process facturation des familles, des contributions des familles, et bien entendu, la gouvernance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit focus du coup sur les principales catégories de fraude. De famille, les fraudes internes et externes. Alors, fraude externe, c'est tout ce qui concerne les vols, les détournements, les attaques informatiques, Guillaume en a parlé tout à l'heure, les ransomware. On a aussi tout ce qui est risque de blanchiment et manquement au devoir de vigilance. Et enfin, on a tout ce qui concerne les virements frauduleux ou encore appelés les fraudes au président. Je fais une petite parenthèse, fraude au président, c'est l'usurpation d'identité du donneur d'ordre qui fait du coup l'engagement de la dépense. Et donc voilà, ça c'est tout un panel de risques qui sont bien existants du coup dans les OGEC. Mais on va s'intéresser, nous, tout particulièrement sur la fraude interne aux OGEC, bien qu'il y ait une collusion entre du coup les deux familles de fraude qui sont ici illustrées. Sur la fraude interne, on a plusieurs catégories. D'une part, les fraudes qui sont commises généralement pour l'OGEC par le management. Et de l'autre, les fraudes qui sont commises contre l'OGEC par les équipes. Voilà. Sur les premiers blocs, on va en parler assez rapidement. On a ce qui concerne la manipulation des états financiers, fraude fiscale, entre parenthèses, pour les structures qui sont fiscalisées, ce qui n'est pas le cas pour une grosse majeure partie des structures pour lesquelles on fait ce webinaire aujourd'hui. Mais la manipulation des états financiers, ça fait partie d'une typologie de fraude où, du coup, dans cette rubrique-là, on vient du coup à intégrer tout ce qui est enregistrement d'écriture fictive, notamment proche d'une date de clôture, pour manipuler le résultat, les charges, les produits, la structure financière du bilan. Donc voilà, c'est un risque et une fraude qui existe. Et ensuite, sur ce qui concerne la fraude interne soumise contre l'OGEC, on a le détournement d'actifs et la corruption. Donc détournement d'actifs, c'est une pratique qui vise à du coup détourner l'actif de l'OGEC sans contrepartie pour cette dernière, et la corruption, c'est l'acceptation d'un avantage quelconque d'un tiers en échange de l'usage abusif de son influence pour réaliser cet acte. Donc nous, on va faire un focus sur le détournement d'actifs qui est le risque majeur pour les OGEC. Et je vais du coup laisser Guillaume présenter cette partie. Donc le détournement d'actifs, quels sont les grands classiques? Finalement, on voit que les cas de fraude sont souvent en lien avec la trésorerie. Donc, on peut déceler des fraudes sur les décaissements, les achats, les autorisations tout ce qui est autorisation d'achat, les paiements, les doubles factures, les fausses factures, fraude sur les encaissements sur les contributions des familles. On a pu constater éventuellement tout simplement l'encaissement en espèces directement par un salarié du paiement des contributions en famille qui est réalisé par une famille en direct, en espèces, et vous mettez ça ni plus ni moins dans la poche, et puis vous comptablement, vous extournez, vous annulez la créance, c'est possible. Le détournement de fonds direct, donc ça c'est tout ce qui est lié véritablement à la gestion de la trésorerie, donc la fraude sur les décaissements, la fraude sur les encaissements. On retrouve aussi tout ce qui est lié au stock et aux immobilisations, tout simplement le vol, le vol dans les stocks, le vol d'ordinateurs. Donc ça, je dirais que c'est du détournement d'actifs, ça ne vise pas que le secteur associatif. Il y a également tout ce qui est lié au mauvais usage. Et puis on retrouve enfin le dernier bloc qui est en lien avec
toute la partie paye, la partie ressources humaines, avec le paiement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet qui n'auraient pas été visées par un cadre, des éventuelles primes ou des bonus, des primes de fin d'année ou des bonus non autorisés préalablement, soit par la direction, soit directement par la gouvernance, parce qu'en effet, une direction qui s'octroie à elle-même des primes ou des bonus sans un aval de la gouvernance peut être considérée et considérée, s'il n'y a pas autorisation, comme un détournement d'actifs. Et il y a également tout ce qui est lié à la fraude autour du remboursement des notes des frais. On se rend compte régulièrement que le manquement de process très précis sur la partie de remboursement des notes de frais. Et puis enfin, un cas d'ailleurs que moi j'ai pu constater lors d'une mission de commissariat aux comptes, un salarié fictif, tout simplement, double salaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aviez un économe qui s'octroyait 2 salaires, un officiel en son nom, et puis il avait créé un salarié fictif qui lui permettait d'établir des bulletins déclarés, et donc il y avait double peine, en fait il y avait la paye en tant que telle, donc le détournement, mais il y avait également les charges sociales parce que tout était déclaré, et en plus cette personne cotisait à la retraite, donc là je veux dire c'est double peine totale. Voilà, ça c'est les grands classiques. Alors, comment des détournements d'actifs peuvent-ils se produire? Là, on s'est permis de vous illustrer un petit peu des exemples un peu plus précis par rapport à votre environnement. Donc, les détournements des encaissements, c'est ce que je disais à l'instant, des détournements directement d'encaissement de créances famille sur un compte bancaire personnel. Donc, vous vous faites payer par chèque en blanc, ça existe encore. Des familles qui viennent déposer un chèque signé, mais pour lequel l'ordre n'est pas rempli, des paiements en espèces. Donc, tout simplement, vous détournez cet encaissement qui est au fruit et non au profit de l'OGEC, vous le détournez à des fins personnelles. Il y a le vol de biens, donc ça, le vol de stock et vol d'immobilisation pour une utilisation soit personnelle, soit alors pour être revendu. On a également dans les exemples le paiement de fournisseurs ou de salariés fictifs, comme je disais. Un sujet aussi qui vise l'environnement associatif et aussi plus particulièrement les OGEC, c'est tout ce qui est lié au dessous de table, tout ce qui est versé par un fournisseur à un acheteur de l'OGEC en contrepartie de prestations ou d'octroi de marché. Voilà, je vous donne une somme d'argent, une contribution ou un avantage particulier, et en contrepartie, vous m'octroyez un marché. Vous m'octroyez un volume de travaux. On voit notamment ces problématiques, et on en reparlera tout à l'heure, plus précisément, tout ce qui vise autour des travaux, de tous les investissements qui sont réalisés autour de l'immobilier. C'est souvent des montages et des marchés assez importants et significatifs. Et c'est vrai que c'est souvent là où on voit graviter beaucoup de fournisseurs et donc des pratiques, des fois, qui sont tout simplement pas réglementaires. Et j'ai envie de dire pas très catholique non plus. Alors après, il y a faire usage personnel des actifs de l'OGEC, c'est donner les actifs de l'OGEC en gage d'un prêt personnel. Également, c'est un cas qu'on a pu rencontrer dans l'environnement de KPMG avec un président qui se faisait, qui usait des actifs de l'OGEC en gage d'un prêt personnel. C'est strictement interdit et c'est bien entendu considéré comme du détournement d'actifs. Alors, on a souhaité, et arrêtons-nous 2 petites minutes ici. Tiens, si tu peux juste passer, Pierre-Baptiste, que là, on ne voit pas tout. Là, merci. Arrêtons-nous donc à ce stade sur l'un des facteurs de la fraude, c'est le conflit d'intérêts. C'était important qu'on puisse évoquer avec vous cette notion. Le conflit d'intérêts, il naît d'une situation dans laquelle il y a une personne employée qui possède à titre privé des intérêts et qui pourrait donc influer ou paraître influer sur la manière dont elle s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme. Exemple, une présidence, je l'ai dit tout à l'heure, une présidence qui s'octroie des marchés sur sa société propre en lien avec des travaux immobiliers qui sont prévus par l'OGEC. C'est typiquement le cas qu'on a pu rencontrer lors d'un audit, donc une présidence qui s'octroyait des marchés en lien avec des travaux immobiliers qui avaient été consentis par l'OGEC. Et en fait, derrière cette organisation et suite aux travaux, il y a eu une démission de la présidence. Et ça allait de fait aussi avec des gros problèmes et de conflits, des litiges qu'il y avait justement sur la réalisation des travaux. Donc le conflit d'intérêt dans un OGEC pourrait donc correspondre finalement à la prise d'acte contraire à l'intérêt social de l'OGEC, acte contraire à son intérêt social, ou d'actes de corruption, tels que l'abus de confiance. Alors, il existe certaines règles, non pas encore, Pierre-Baptiste, s'il te plaît. Alors, il existe encore certaines règles applicables aux associations
qui permettent de limiter les risques de conflit d'intérêts. Donc, on peut imaginer des règles relatives aux incompatibilités qui interdisent éventuellement l'exercice d'activités spécifiques avec la gestion ou la représentation d'un OGEC. Il y a nécessairement, et c'est une notion qui revient beaucoup dans l'environnement, le cumul de plusieurs fonctions de direction dans un OGEC qui peut être limité, voire interdit. Enfin, les fameuses conventions qui sont passées chaque année, on fait un peu, en tant que commissaire aux comptes, on fait le point, on a l'obligation de faire le point là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être maîtrisé dans les OGEC. C'est toutes les conventions qui sont passées entre l'OGEC et ses dirigeants, qui doivent faire l'objet de règles particulières. Elles peuvent parfois être interdites par des dispositions qui sont réglementaires et spéciales. Elles peuvent aussi, dans certaines associations et certaines OGEC, être soumises au contrôle de l'organe délibérant, donc faire l'objet d'un vote en assemblée générale, notamment toutes les conventions qui sont conclues entre l'OGEC et la présidence à des conditions anormales. Il s'agit de ce qu'on appelle cela des conventions réglementées qui doivent faire l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. Alors, il est possible de mettre en place en interne un certain nombre de règles, voire même de les insérer dans les statuts afin de prévenir ces conflits d'intérêts. Voilà, ce sont quelques pistes qu'on peut vous donner. En tout cas, sachez que vos commissaires aux comptes ont l'obligation de travailler sur ces conventions réglementées, mais il faut aussi qu'ils en aient eu connaissance, ce qui veut dire qu'il faut en avoir une bonne maîtrise en interne. Donc, c'est très important de pouvoir travailler sur cette thématique du conflit d'intérêts et c'est sur ces notions de convention. Alors, on ne pouvait parler du détournement sans faire un focus particulier. Il nous paraissait très opportun de pouvoir rappeler avec vous quelles sont les conséquences en cas de détournement. Et c'est vrai que le temps passe vite, donc je vais accélérer un petit peu. Voilà, des conséquences déjà pénales pour le dirigeant de l'OGEC qui peuvent être très lourdes s'il est reconnu coupable de détournement de fonds. Donc il risque nécessairement des peines d'emprisonnement et des amendes considérables. Il faut évoquer aussi des conséquences financières pour l'OGEC. C'est le détournement de fonds, il peut entraîner une perte de subventions ainsi que des difficultés à obtenir des financements pour les projets futurs. C'est des pertes de partenaires, je dirais une perte de confiance aussi des instances qui ne souhaitent plus vous subventionner. Et j'ai envie de dire également les conséquences morales. Il y a bien entendu qui pèse finalement sur l'OGEC, la réputation de l'association peut être mise en péril finalement, ainsi que la confiance des partenaires et des membres. Donc dans l'un des cas présentés en préambule, la présentation de ce détournement dans la presse locale a eu des répercussions directes sur les familles et sur l'image de l'établissement, qui a constaté je dirais en 2-3 ans la baisse de ses inscriptions de plus de 105 élèves sur un total d'élèves de 1300. Vous vous rendez bien compte, par conséquent, l'impact moral, alors, la réputation, mais qui du coup entraîne tout de suite des impacts financiers avec une perte de plus de 105 élèves, impact sur la contribution des familles, impact sur le forfait, donc derrière, conséquences financières. Donc il est essentiel que les dirigeants associatifs et que les gouvernances d'OGEC prennent des mesures pour éviter tout risque de détournement au vu et finalement et au connu des conséquences que ça peut avoir. Alors, quelles solutions pour prévenir la fraude ? Donc, 5 solutions ici. Établir une culture de transparence, mettre en place des mécanismes de contrôle interne, sécuriser la trésorerie et les moyens de paiement, faire appel à des professionnels et effectuer des vérifications régulières et préventives. Donc là, il y a 5 points. On va faire un détail sur les 4 premiers. Sur établir du coup une culture de transparence. Alors c'est classique, mais les associations doivent être transparentes dans leur gestion financière administrative et les membres doivent être informés en temps réel du coup sur la manière dont les fonds sont collectés et dépensés. C'est très important d'intégrer du coup ces notions-là, puisque l'efficacité du contrôle interne, dont Guillaume va nous parler après, dépend vraiment de la culture de l'OGEC et en particulier des valeurs d'éthique et d'intégrité que prône la direction, la présidence et l'ensemble des instances de l'OGEC. Alors, bien évidemment, et on ne cesse d'en parler, on avait un autre webinaire il y a moins de 2 mois également sur une thématique autour du risque et du contrôle interne. Le contrôle interne, c'est un processus qui est mis en œuvre par le conseil d'administration, par la gouvernance et les chefs d'établissement pour s'assurer à chaque instant du bon fonctionnement de l'OGEC et des établissements scolaires qui lui sont rattachés. Il y a 5 objectifs majeurs finalement au contrôle interne. C'est de sécuriser et améliorer le fonctionnement de l'établissement, sauvegarder les actifs de l'OGEC,
permettre une meilleure coordination entre les différents niveaux de décision, s'assurer de la conformité des décisions avec les lois et les réglementations, et enfin assurer les meilleures conditions de continuité de l'activité. C'est ça le contrôle interne. Alors, du coup, le contrôle interne, c'est l'ensemble des politiques et des procédures mises en œuvre dans l'organisation qui sont destinées à fournir une assurance raisonnable quant à la gestion, quant à la tenue d'une comptabilité fiable, bien entendu, et le respect des lois. Ce que l'on peut dire, c'est que le contrôle interne, ça fait appel à des notions de maîtrise de ses activités, à maîtrise de son environnement, de ses objectifs, de ses contraintes, de ses risques. Tous les risques ne peuvent pas être contrôlés à 100%, et j'imagine déjà vos questions par rapport à la taille de vos structures. Eh bien entendu, mais le contrôle interne dans un OGEC prend plusieurs formes selon la taille, mais en tout cas, il nous paraît important de dire que le contrôle interne ne peut pas être une option malgré la taille. En effet, il y a une raréfaction de la ressource, on ne peut pas décupler des contrôles qui seraient lourds dans la gestion. En tout état de cause, le contrôle interne, c'est une des parades, c'est un outil majeur pour pallier aux problèmes de détournement d'actifs. Alors, on en a parlé un petit peu ici, mais on se permet de les remettre. Chacun au sein de la structure a une part de responsabilité dans la mise en place de ce contrôle interne. La gouvernance, à travers du coup le conseil d'administration qui a un rôle clé justement dans la définition des attentes de ce contrôle interne, la direction qui met en exécution la mise en place de ce contrôle interne et qui infuse du coup cette culture de transparence, on en a parlé tout à l'heure, auprès du personnel. Et enfin, on a les tiers, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, l'UDOGEC et toutes les autres instances qui peuvent venir à vous aider en fonction de votre besoin, de la taille de l'établissement et de la taille de son service administratif. Alors, comment aider à mettre en place le contrôle interne? Déjà, ce qu'on se permet, c'est de vous renvoyer vers une fiche sur le contrôle interne et la gestion des risques qui a été développée par la FNOGEC. Elle est très bien réalisée. C'est une véritable aide à la mise en place d'outils autour du contrôle interne. Et le premier outil dont on peut vous parler, c'est la gestion des risques. C'est ce qu'on appelle la cartographie des risques. Il existe d'ailleurs dans EasyGestion un outil qui a été mis en place sur l'aide à la cartographie des risques et à leur cotation. C'est, je dirais, le point de commencement du contrôle interne. Ça paraît hyper important et nécessaire de pouvoir maîtriser ces risques. Alors, on fait référence aux risques sociaux, financiers, ressources humaines, informatiques, en lien avec la sécurité, et ainsi de suite. Les risques, ils sont nombreux. En fait, l'idée de cette grille, c'est d'envisager une cotation de ces risques et vous permet de formaliser leur impact potentiel et leur occurrence. Et du coup, de mettre en place un vrai plan d'action derrière en fonction de la typologie et de cette cartographie. Alors, le deuxième outil, c'est la maîtrise de ces processus clés, c'est d'avoir une vision de son fonctionnement. Donc là, on parle de processus, on parle du processus inscription des élèves, du process facturation, du process de gestion des voyages et des sorties scolaires, du process des achats. C'est hyper important de pouvoir avoir une maîtrise de ces processus, d'avoir une vision de la manière dont on fonctionne. Là, on vous a retranscrit ici, par exemple, en logigramme, ce qu'on appelle un flowchart d'un fonctionnement, c'est-à-dire on a un besoin achat, ça va jusqu'à son paiement et on retrace le flux, ce qui permet de voir les risques et de voir comment ils sont palliés par des contrôles qui ont été mis en place. Une fois encore, l'idée, ça n'est pas de créer une usine à gaz, c'est tout simplement de mettre des contrôles clés qui pourraient viser la direction, mais qui peut aussi intégrer, et on le voit de plus en plus, la gouvernance. Le troisième outil, c'est une démarche d'amélioration continue, dans le sens où ces process, oui, c'est bien d'en avoir une vision, je dirais, fixe à un instant T. Par contre, c'est évolutif. Il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des changements de périmètre, des changements d'environnement. Et c'est très important que ces process puissent vivre le virage digital, par exemple, qui a complètement révolutionné la manière de travailler, le télétravail. Et donc, c'est une démarche continue, le contrôle interne. Et c'était très, très important de pouvoir l'ajuster, je dirais, chaque année. Alors, un autre point majeur sur la sécurisation de la trésorerie et des moyens de paiement, deux blocs. Le premier, mettre en place des mesures précises afin de lutter contre la fraude dans les structures. Guillaume en a parlé avec la mise en œuvre du contrôle interne. C'est tout simplement mettre en place des procédures en fonction des risques identifiés par les cartographies sur les engagements de dépenses, qui peut engager la structure dans un contrat et faire supporter l'OGEC les charges financières qui en résultent, l'autorisation de paiement, qui peut payer, quelles dépenses, quels moyens de paiement, la séparation des tâches, on va y revenir. On a aussi tout ce qui concerne les procédures sur les remboursements de frais,
que ce soit du coup aux bénévoles, mais plus particulièrement aux salariés, et les règles de remboursement des frais qui sont liés. Et enfin, la définition des règles liées à l'encaissement. Voilà, ça c'est le premier bloc. Le second bloc, c'est vraiment protéger les moyens de paiement de l'association pour prévenir la fraude. Dans ce cas ici, on insiste beaucoup sur la mise en place des délégations et que ces délégations soient correctement formalisées. Je sais que nous, sur un certain nombre d'établissements que l'on suit, on met en place une matrice de délégation de pouvoir qui permet, en fonction de la typologie des flux, que ce soit la gestion des financements, la gestion des achats, la gestion des ressources humaines, de savoir qui est responsable pour engager la dépense, pour quel montant, et que ce document soit visé par le conseil d'administration pour que chacun puisse s'accaparer pleinement de sa responsabilité dans la structure. Et dernier point, on rappelle aussi, alors c'est un peu une approche théorique, mais que pour une sécurisation optimale au niveau de la séparation des tâches, on rappelle qu'on doit avoir une distinction soit de personnes entre ces différents profils, mais que ce soit l'engagement de la dépense, donc la décision, la détention des actifs, la comptabilisation et le contrôle. Théoriquement, une personne, une action. Et si jamais ce n'est pas possible, on met en moyen des contrôles préventifs pour pallier justement à ce défaut de sécurisation dans les process. Donc ça, c'est quelques clés qui sont importantes sur la sécurisation de la trésorerie et des moyens de paiement qui y sont liés. Alors, le dernier point, vous allez dire, ils prêchent pour leur paroisse, bien entendu, mais c'est aussi faire appel à un professionnel. Pourquoi? Tout simplement pour avoir un regard extérieur. Vous avez votre environnement de contrôle, et ce qui était peut-être intéressant, c'est justement de faire appel à un professionnel. Prenons l'exemple de KPMG, qui, vous voyez, comme on vous l'a remis sur la carte, mais a aujourd'hui dans ses chiffres une implantation à hauteur de 50-50 entre l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, un peu partout sur le territoire. Ça représente plus de 300 clients au GEC, avec des équipes spécialisées, Pierre-Baptiste, moi-même, et on a un groupe de travail dédié. Pourquoi? L'idée, c'est de pouvoir répondre à vos besoins, à vos attentes, de pouvoir monter justement des offres sur mesure pour améliorer votre contrôle interne. Donc, c'est quoi? Ça va être du diagnostic, comprendre le fonctionnement des procédures existantes, vous aider à quantifier les risques, à pouvoir les évaluer, à pouvoir aussi les maîtriser, et puis vous accompagner dans ce qu'on appelle la démarche d'amélioration continue, ce qu'on appelle aussi en anglais le Lean Finance. Et c'est la petite image qu'on vous a mis en dessous, c'est-à-dire organisation d'ateliers collaboratifs, où finalement on met les personnels au GEC autour d'une table pour parler des process, pour comprendre les forces, pour comprendre aussi les dysfonctionnements et vous aider à trouver et à piloter les dysfonctionnements et à trouver des solutions. Donc voilà, on est présent sur tout le territoire et bien entendu, faire appel à un professionnel, ça permet d'avoir ce regard extérieur, d'avoir cette prise de hauteur aussi des fois qu'on a peut-être plus quand on est dans le quotidien. Et donc c'est faire appel à un expert comptable et faire appel à son commissaire aux comptes, c'est aussi un moyen de pouvoir, je dirais, prévenir la fraude. Voilà. On en a fini, on a essayé d'être dans le timing, on est à 4 minutes près, on est bien positionné. On vous laisse la main, Véronique. Parfait, je vous remercie Guillaume et Pierre-Baptiste. Donc, sujet qui intéresse et qui a amené plusieurs questions tout au long de votre présentation. Donc, première question, un membre du conseil d'administration peut-il avoir son conjoint comme directeur du foyer dont il est administrateur? Un président du conseil d'administration peut-il embaucher son conjoint comme comptable d'un des foyers dont il est administrateur? Vous voyez où je veux en venir? En fait, on a envie de vous répondre qu'il faut se référer au statut. Est-ce qu'il existe dans les statuts de l'OGEC des résolutions qui interdisent cette position? Que le conseil d'administration, sur proposition d'une personne, vote la nomination d'un conjoint comme directeur, en soi, ça n'est pas interdit. Est-ce qu'un président de conseil d'administration peut-il embaucher son conjoint comme comptable? Je veux dire, si tout le processus d'acceptation et de vote et de résolution a été pris en conseil d'administration puis en assemblée générale, sur le papier, il n'y a pas d'interdiction. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas dans des cumuls, des conflits d'intérêts? On doit se poser la question. Forcément, si on a ce type d'organisation, on doit aussi mettre en place peut-être des outils et du contrôle interne, je dirais peut-être plus sécurisés pour s'assurer qu'on n'ait pas de conflit d'intérêts dans le type d'embauche qu'on est en train d'opérer.
Donc, sur le papier, ça n'est pas interdit, mais non, c'est des positions, et on sait très bien que dans le secteur des OGEC, voilà, il n'y a pas non plus multiples ressources. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de concentrer les fonctions sur 1, 2, 3 personnes clés. Voilà, il y a risque, tout simplement. C'est un risque donc qu'il faut avoir en tête. Ça n'est pas interdit, mais en tout cas, il faut avoir en tête que c'est un risque potentiel. Quelqu'un souhaite savoir si nous avons une idée du nombre total du cas de fraude connu au sein de l'enseignement catholique français. J'aurais envie de renvoyer la question directement à la FNOGEC. Nous, forcément, en interne chez KPMG, et c'est aussi l'objet du groupe de travail qu'on a créé, c'est qu'on échange un petit peu sur ce qu'on peut déceler chez nos clients. Ce qu'on sait, c'est que ça se multiplie. Maintenant, voilà, nous, on n'est pas en mesure de vous donner des statistiques spécifiques sur les cas de fraude qui sont en lien avec l'enseignement catholique. Maintenant, c'est des sujets qu'on a mis sur la table il y a déjà au moins 10 ans auprès de la FNOGEC, qui s'en emparent tout simplement parce que le nombre de cas a augmenté. Autre question, vous l'avez déjà, alors je suis désolée Pierre-Baptiste, c'est encore une question pour Guillaume. Vous l'avez déjà abordé lors de la présentation. Comment sécuriser l'engagement de dépenses dans une école dont le service administratif est restreint? On a vu tout à l'heure à travers vos propos que même si nous sommes une petite structure, il est bien quand même de s'engager dans ce process de contrôle interne. En effet, on le rencontre chez beaucoup de nos clients, des structures, des OGEC de petite taille, avec peu de personnel administratif et financier, avec des concentrations de tâches généralement sur un statut d'économe, de comptable, de responsable comptable, de directeur financier. Voilà, je dirais qu'il y a plein de statuts différents, en lien direct avec la présidence souvent. Après, comment pallier? On peut imaginer une intégration peut-être un peu plus importante dans certains OGEC du corps bénévolat, avec la fonction de trésorier qui a du sens, et donc du coup qui peut prendre toutes ces fonctions dans le cadre de ce contrôle interne. On peut imaginer de répartir aussi les droits d'accès au compte bancaire. On peut aussi sécuriser l'espèce. On peut peut-être pas le faire auprès de 10 salariés, mais on peut peut-être sécuriser en éclatant un petit peu les tâches pour éviter qu'elles soient concentrées sur une seule et même personne. Quand on a accès à la comptabilité, qu'on fait la paye et qu'on a au plus accès aux moyens de paiement, vous vous doutez bien que le risque, il est décuplé. Voilà, tout simplement. Donc, la réponse, c'est une non-réponse. Pour faire en sorte, dans des plus petites structures, c'est de multiplier, de faire en sorte que la gouvernance puisse être, qui est déjà fortement intégrée, qu'elle puisse prendre aussi des fonctions dans le contrôle, par sondage. Voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est la récurrence. Et nous, on le voit bien aussi dans notre métier d'audit. Nos audits, ils sont évolutifs. On fait évoluer chaque année nos travaux pour éviter, pour déjà d'être visible, et puis qu'on nous attende un peu, je dirais, toujours sur les mêmes contrôles. Donc, on met en place des contrôles, des contrôles de caisse inopinés. On met en place, on a de plus en plus avec le digital accès à la data. Donc, cette data, on l'utilise via des outils digitaux qui nous permettent de nous aiguiller sur des écritures. Vous voyez, on peut analyser si les écritures sont passées le jour de Noël ou des jours fériés. Vous voyez, c'est des écritures un peu étonnantes. Pourquoi de par la date ou des personnes, si on a un doute sur une personne qui ne prend jamais de congé, donc on irait titiller un petit peu on irait voir un petit peu les écritures spécifiques qui ont été passées sur une période donnée. Donc, nous aussi, dans notre cadre, je réponds à la question, mais plus globalement, c'est-à-dire que même nous, dans le cadre de nos fonctions, on a fait évoluer nos audits depuis quelques années. Alors, sur la question, je reviens à une question précédente sur le fait d'embaucher son conjoint. Donc, j'ai une personne anonyme qui nous a publié dans le question-réponse. Toutefois, ne peuvent être membres de l'association les personnes enseignantes ou non rémunérées à quelque titre que ce soit en travaillant dans la ou les structures gérées par l'association, ainsi que les conjoints, ascendants, descendants directs ou collatéraux. Article 7 du statut des OGEC. Donc, est-ce là, Guillaume, une première protection? La première protection, elle est donnée dans les statuts des OGEC. Donc, ça veut dire tout simplement que là, on a affaire à un OGEC qui ne respecte pas les statuts de base s'ils ont été votés tels que par le conseil d'administration. Donc là, on pourrait imaginer que l'un des membres ou qu'une personne intéressée puisse aller contrecarrer cette organisation qui n'est pas conforme au statut. Alors, quelles sont les prérogatives du président? Peut-il décider de tout seul?
Quand on parle de président ou de présidente, on parle du président du conseil d'administration. D'accord? Donc, il est là pour piloter le conseil d'administration, mais c'est le conseil d'administration qui émet des résolutions, et n'oublions jamais, alors qui pilote en fonction des statuts, voilà, donc il va prendre des décisions, mais il prend aussi des décisions et il met en place des résolutions qui vont être votées en assemblée générale. Mais après, sur la plupart des décisions, je dirais opérationnelles, il y a un lien entre la direction, qui soumet des solutions et des propositions directement au conseil d'administration, et c'est au conseil d'administration, représenté bien entendu par sa présidence, mais qui doit voter. Donc la présidence en tant que telle n'a pas tous les pouvoirs. Merci Guillaume. Alors peut-être pour vous, Pierre-Baptiste, je suis salarié ou bénévole dans un OGEC, j'ai une suspicion de fraude. Comment vais-je faire pour pouvoir remonter l'information? Alors Anonyme me demande quel moyen d'action en cas de suspicion de fraude. Voilà, plusieurs personnes se posent la question. En cas de suspicion, quel levier actionner, qui contacter? Alors, je vais avoir tendance à dire à son N+1 ou N+2 si c'est possible, et si ça ne met pas à mal la personne. Après, la question, c'est de savoir si c'est quelque chose qui serait à remonter un peu plus haut, donc soit à la tutelle, soit du coup, si les faits sont avérés, on peut imaginer de porter plainte si ça va au-delà de la suspicion. Mais sinon, après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume, mais c'est des choses, voilà, en tant que commissaire aux comptes, on se doit aussi, nous, d'avoir cette typologie d'information, et on peut remonter ces points-là si jamais on a... Ça fait partie des prérogatives et des obligations du commissaire aux comptes, d'aller révéler des faits délictueux dont il aurait pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission. Donc, vous pouvez aussi, pour les structures qui ont un commissaire aux comptes, je dirais faire directement appel au service et échanger avec eux. Et pour les structures qui n'en ont pas, vous pouvez aussi réfléchir à l'intérêt de vous positionner pour avoir un commissaire aux comptes, qui est bien sûr une mission un peu différente de celle d'expertise comptable, qui est vraiment une mission de présentation et d'arrêté des comptes. Le commissaire aux comptes a l'obligation d'aller révéler les faits délictueux dont il aurait pu avoir connaissance lors de sa mission. Ça a été le cas typiquement d'une fraude dont qu'on a pu mettre en perspective lors d'un audit en 2016. Et nous avons révélé les faits délictueux et nous avons été donc du coup entendus autour de cette organisation. Très bien, je vous remercie tous les deux. Nous arrivons maintenant au terme du temps qui nous est imparti pour ce webinaire. Il y a quelques questions qui sont restées en suspens parce que nous sommes pris par le temps. N'hésitez pas dans le fil de conversation à reposer la question avec votre adresse mail de façon à ce que nous puissions apporter une réponse. Et puis, je pense que nous ferons une foire aux questions de façon à faire profiter tous les participants de nos réponses. Je vous remercie Guillaume et Pierre-Baptiste, du cabinet partenaire KPMG, pour leurs interventions. Vous recevrez, donc ça c'est une redite, mais le lien pour accéder au replay de ce webinaire. Avec ce lien, vous aurez également la possibilité de télécharger le support qu'il vous a présenté, enfin qui vous a été présenté. Et enfin, dernière information, Aurélie et Agatha du pôle social vous donnent rendez-vous mardi 27 janvier pour un prochain webinaire sur le thème de la certification, nouveautés en matière de formation professionnelle. On y retrouvera notamment les certifications en gestion, ressources humaines et immobilier. Il me reste à vous souhaiter une très belle après-midi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous.